Lecture du Récit d'un voyage en la terre de Brésil de Jean Deléry, chapitre 8. Du naturel, force, stature, nudité, dispositions et ornements du corps, tant des hommes que des femmes sauvages brésiliens. Ayant jusqu'ici raconté, aussi bien ce que nous vîmes sur mer en allant en la terre du Brésil, que comment les choses se passèrent dans l'île du fort de Coligny, où se tenait Villegagnon, pendant que nous y étions, et puis l'aspect de la rivière nommée Guanabara en Amérique, puisque j'ai tant avancé dans mon sujet, avant que je me rembarque pour retourner en France, je veux aussi discourir aussi bien sur ce que j'ai observé à propos de la façon de vivre des sauvages, qu'à propos d'autres choses singulières et inconnues chez nous, que j'ai vues dans leur pays. En premier lieu donc, afin de commencer par le principal et de poursuivre avec ordre, les sauvages de l'Amérique, habitant la terre du Brésil, nommés Tupinambaut, avec lesquels j'ai demeuré environ 1 an et que j'ai fréquentés familièrement, n'étant point plus grands, plus gros ou plus petits de stature que nous sommes en Europe, n'ont le corps ni monstrueux ni prodigieux par rapport au nôtre. Mais ils sont plus forts, plus robustes et replets, plus dispos, moins sujets aux maladies, et il n'y en a même presque point de boiteux, de borgnes, de contrefaits, ni d'infirmes parmi eux. De plus, bien que plusieurs parviennent jusqu'à l'âge de 100 ou 120 ans, car ils savent bien aussi retenir et compter leur âge en lunes, il y en a peu qui en leur vieillesse aient les cheveux blancs ni gris, chose qui montre clairement le bon air et le bon climat de leur pays, dans lequel, comme je l'ai dit ailleurs, sans gelée ni froidure, les bois, les herbes et les champs sont toujours verdoyants, mais aussi tous ces gens buvant vraiment à la fontaine de Jouvence. Alors la fontaine de Jouvence, c'est un mythe selon lequel il y aurait une fontaine dont l'eau aurait le pouvoir de vous faire rajeunir si vous la buvez. Le peu de soins et de soucis qu'ils ont des choses de ce monde, et de fait, comme je le montrerai encore plus amplement ensuite, ils ne puisent en quelque façon que ce soit en ces sources fangeuses ou plutôt pestilentielles dont découlent tant de ruisseaux qui nous rongent les os, nous sucent la moelle, nous affaiblissent le corps et nous consument l'esprit, bref, nous empoisonnent et nous font mourir avant notre heure. Alors ici, Jean Deléry utilise une métaphore. Il vient de dire qu'on a l'impression que les sauvages brésiliens boivent à la fontaine de Jouvence, c'est-à-dire qu'ils ne vieillissent quasiment pas, ils ne sont pas accablés par des soucis qui les font vieillir prématurément, contrairement aux Européens, qui eux boivent dans des eaux fangeuses, c'est-à-dire boueuses, pestilentielles, c'est-à-dire puantes. Et en fait, bon, Jean de Léry veut dire qu'il ne veut pas dire qu'ils boivent de l'eau, mais en fait que les Européens donnent l'impression de boire de l'eau croupie parce qu'ils s'occupent de choses qui ne sont pas bonnes, à savoir, je continue à lire, la provocation, la cupidité qui en procède, les procès et les brouilles, la jalousie et l'ambition, rien de tout cela ne les torture, ne les domine, aucune de ces passions ne les anime. En fait, la boue qui est dans l'eau que boivent les Européens, c'est la cupidité, le désir d'avoir toujours plus d'argent, le fait de faire des procès aux autres pour essayer de récupérer de l'argent ou d'en prendre, la jalousie envers les autres, l'ambition, l'envie d'aller toujours plus loin, d'être supérieur aux autres. Eh bien, selon Jean Deléry, c'est ça qui rend malades les Européens, les fait vieillir prématurément et les fait mourir, bien entendu, avant les sauvages, qui eux vivent très longtemps parce que ils ne sont pas tourmentés par tous ces défauts comme la cupidité, la jalousie, l'ambition. Quant à leur couleur naturelle, en raison de la région chaude où ils habitent, n'étant pas noirs, ils sont seulement basanés, comme vous le diriez des Espagnols ou des Provençaux. Du reste, chose non moins étrange que difficile à croire pour ceux qui ne l'ont pas vu,
les hommes, comme les femmes et les enfants, non seulement sans cacher aucune partie de leur corps, mais aussi sans en montrer aucun signe d'en avoir honte ni vergogne, bon, vergogne et honte, c'est synonyme, demeurent et vont habituellement aussi nus qu'ils sortent du ventre de leur mère. Et cependant, loin s'en faut, comme quelques-uns le pensent, et d'autres veulent le faire croire, qu'ils soient velus ni couverts de poils. En fait, certains Européens pensaient que comme les sauvages étaient nus, ils étaient nécessairement couverts de poils pour pouvoir avoir chaud. Or, comme au Brésil, il fait toujours bon, et il n'est pas nécessaire qu'ils soient couverts de poils, et en l'occurrence, ils n'étaient pas couverts de poils. Quant au nez, contrairement aux sages-femmes de chez nous, qui dès la naissance des enfants, afin de les leur faire plus beaux et plus grands, leur tirent avec les doigts, nos Américains, faisant consister la beauté de leurs enfants en un effort camus, c'est-à-dire aplati, sitôt qu'ils sont sortis du ventre de leur mère, ainsi qu'on le fait en France aux barbets et aux petits chiens, ils ont le nez écrasé et enfoncé avec le pouce. Au contraire, quelqu'un d'autre raconte qu'il y a une certaine contrée du Pérou où les Indiens ont le nez si outrageusement grand qu'ils y mettent des émeraudes, des turquoises et d'autres pierres blanches et rouges avec filets d'or. En fait, ici, Jean Deléry explique qu'en Europe, alors ça se produisait effectivement, les sages-femmes qui s'occupaient des bébés, hein, encore longtemps après leur naissance, avaient l'habitude de leur prendre le nez entre les doigts et de tirer un peu dessus pour qu'il soit bien droit, pour le former. Elle modelait même les jambes et les bras, elle leur faisait des espèces de massages pour que les jambes et les bras soient bien formés. Parce que, en fait, un nez droit, c'était un signe de beauté. Donc les sages-femmes tiraient un peu sur le nez des bébés, pas énormément, mais elles tiraient un peu sur le nez des bébés pour qu'il soit droit. En revanche, chez les sauvages, le critère de beauté, c'est un nez aplati. Donc les sages-femmes de chez eux appuient sur le nez des enfants pour qu'ils s'aplatissent. De plus, nos Brésiliens se bigarrent souvent le corps, c'est-à-dire qu'ils se colorient le corps, de diverses peintures et couleurs, mais surtout ils se noircissent habituellement si bien les cuisses et les jambes, du jus d'un certain fruit qu'ils nomment génipa, que vous croiriez à les apercevoir de loin ainsi qu'ils ont enfilé des choses de prêtres, c'est-à-dire des pantalons. Et les prêtres avaient des habits noirs, donc on avait l'impression que les sauvages avaient des pantalons noirs. Et cette teinture noire, faite de ce fruit de génipa, s'imprime si fortement sur leur chair que même s'ils se mettent dans l'eau, voire qu'ils se lavent autant qu'ils veulent, ils ne peuvent l'effacer avant 10 ou 12 jours. Ils ont aussi des croissants, longs de plus d'un demi-pied, faits d'os bien aplanis, aussi blancs que l'albâtre, qu'ils nomment Iasi, du nom de la lune, qu'ils appellent ainsi, et ils les portent quand il leur plaît, pendus à leur cou, avec un petit cordon fait de fil de coton, et cela bas à plat sur la poitrine. Voilà, les sauvages ont des colliers avec un pendentif en forme de lune. De plus, nos Américains, ayant quantité de poules communes, d'une espèce donnée par les Portugais, plument souvent les blanches, et avec quelques outils de fer, depuis qu'ils en ont, et auparavant avec des morceaux tranchants, ils découpent plus fins que chair à pâté les duvets et petites plumes, et après les avoir fait bouillir et teindre en rouge avec du bois de Brésil, puisque le bois de Brésil a la particularité d'avoir une écorce rouge, et s'être frotté d'une certaine gomme faite pour cela, ils s'en couvrent sans plume et se chamarrent le corps, les bras et les jambes, si bien que c'est dans cet état qu'ils semblent avoir du poil follet, comme les pigeons et autres oiseaux sortis de l'œuf. Et il est vraisemblable que certains voyageurs de nos contrées, les ayant vus à leur arrivée dans cette terre parée de cette façon, c'est-à-dire alors qu'ils s'étaient couverts le corps de petites plumes rouges, les Européens qui s'en étaient retournés sans les connaître mieux, annoncèrent et firent courir le bruit que les sauvages étaient velus, c'est-à-dire couverts de poils. Mais comme je l'ai dit ci-dessus, ils ne le sont pas au naturel et par conséquent c'était une erreur et la chose admise à la légère. Quant aux ornements de leur tête, nos Tupinanquins, outre la couronne sur le devant et les cheveux qui pendent derrière, dont j'ai fait mention,
lie et arrange des plumes d'ailes d'oiseaux, incarnats, rouges et d'autres couleurs, dont il s'orne le front d'une manière qui ressemble assez aux cheveux vrais ou faux qu'on appelle raquettes ou ratappenades, que les dames et demoiselles de France et d'autres pays d'Europe, depuis quelque temps, se sont si bien appropriées. On dirait qu'elles ont pris cette invention à nos sauvages, qui appellent cette trouvaille yepenambi. S'il est par ailleurs question de sauter, boire et kawiner, c'est-à-dire faire la fête dans la langue des sauvages, ce qui est presque leur occupation ordinaire, afin qu'en plus du chant et de la voix dont ils usent habituellement dans leurs danses, ils aient quelque chose pour leur réveiller l'esprit, ils cueillent un fruit particulier qui est de la grosseur et se rapproche en quelque manière de la forme de la châtaigne d'eau, et qui a la peau assez ferme, bien sec, qu'il est le noyau ôté et remplacé par des petites pierres. Ils en enfilent plusieurs ensemble et en font des jambières qui, liées à leurs jambes, font autant de bruit que feraient des coquilles d'escargot ainsi disposées, voire presque autant que les sonnettes de chez nous qu'ils convoitent fort quand on les leur en apporte. C'est-à-dire qu'en gros, ils font sécher des marrons, ils enlèvent la chair qui est au milieu, ils font une sorte de petit collier ou de bracelet avec les marrons, ils attachent ça à leurs jambes et en fait, quand ces marrons s'entrechoquent lorsqu'ils dansent, ça fait du bruit, ça résonne. De plus, comme il y a en ce pays-là une sorte d'arbre qui porte un fruit aussi gros qu'un œuf d'autruche, et qui lui ressemble, les sauvages l'ont percé par le milieu, ainsi que vous voyez en France les enfants percer de grosses noix pour faire des moulinets, puis creusé et y ont mis de petites pierres rondes, ou bien des grains de gros mil, dont on parlera ailleurs. Ils passent ensuite à travers un bâton d'1,5 pied de long et en font un instrument qu'ils nomment maraca, plus bruyant qu'une vessie de porc pleine de pois et que nos Brésiliens ont habituellement dans la main. En fait, ce sont de très gros hochets qu'ils agitent pour faire du bruit. Et ça a donné le mot maracas. Quand je traiterai de leur religion, je parlerai de leur croyance à propos de ce maraca et de ce son après qu'il a été enrichi par eux de belles plumes et dédié à l'usage que nous verrons alors. Voilà en somme au naturel les vêtements et parures dont nos Tupinambuns s'équipent habituellement en leur pays. Il est vrai qu'outre cela, nous autres, ayant apporté dans nos navires grande quantité d'étoffes rouges, vertes, jaunes et d'autres couleurs, nous leur en faisons faire des robes et des choses bigarrées que nous leur échangions contre des vivres, des guenons, des perroquets, du bois de Brésil, du coton, du poivre et d'autres choses de leur pays, avec lesquelles les mariniers chargent d'ordinaire leurs vaisseaux. Mais les uns, sans rien avoir sur leur corps, enfilant parfois ces chausses larges à la matelote, les autres au contraire, sans chausses vêtant des jaquettes qui ne leur arrivaient que jusqu'aux fesses, après s'être un peu regardés et promenés dans cet équipage, c'est-à-dire habillés avec les habits qu'avaient donnés les Européens, ce qui ne manquait pas de nous faire rire tout notre soûl, puisque, évidemment, ils portaient mal ces habits-là, ils avaient l'air gênés à l'intérieur, et les Européens, ça les faisait rire, se dépouillaient de ces habits, c'est-à-dire qu'ils les enlevaient et les laissaient dans leur maison jusqu'à ce que l'envie leur vînt de les reprendre. Et ils faisaient de même avec les chapeaux et chemises que nous leur donnions. En fait, tout ce qui est habits n'intéressait pas beaucoup les sauvages. Avant de clore ce chapitre, ce sujet appelle une réponse, tant à ceux qui ont écrit qu'à ceux qui pensent que la fréquentation de ces sauvages tout nus, et surtout des femmes, incite à la lubricité et à la paillardise, c'est-à-dire aux relations sexuelles. Sur ce sujet, je dirai en un mot que bien qu'il soit vrai qu'apparemment il n'y a que trop d'occasions de juger qu'en plus de l'inconvenance du spectacle de ces femmes nues, cela semble aussi servir d'une sorte d'appât quotidien à la convoitise, cependant pour en parler selon ce qu'on a généralement vu alors, cette nudité si grossière chez cette femme est beaucoup moins attrayante qu'on ne le penserait. En fait, Jean Deléry, ici, a entendu dire en Europe que comme toutes les femmes se promenaient nues, tout le monde se trouvait nu comme ça au Brésil, ça pouvait entraîner de nombreux problèmes et inciter les gens à avoir des relations entre eux. Mais Jean Deléry explique que mais non, finalement, c'est beaucoup moins, c'est pas ça du tout. La nudité est même moins attrayante qu'on ne le penserait. C'est-à-dire qu'elle est plutôt gênante.
Et par conséquent, je soutiens que les toilettes, les fards et les fausses perruques, les cheveux tressés, les cols frisés, les jupons, les robes sur robes et autres infinies bagatelles avec lesquelles les femmes et les filles de chez nous se déguisent et dont elles n'ont jamais assez, sont sans comparaison cause de plus de maux que n'est la nudité habituelle des femmes sauvages, qui cependant ne sont pas moins belles que les autres. En fait, Jean de Léry ici, qui était moraliste, critique les femmes européennes qui, euh, dans leur façon de s'habiller, dans leur façon de se maquiller, font tout pour plaire, pour attirer. Et Jean de Léry trouve qu'elles en font trop. Et donc, finalement, euh, c'est elles qu'il faudrait rappeler à l'ordre plutôt que les femmes sauvages qui se promènent toutes nues, mais parce que chez elles, on se promène tout nu. C'est comme ça a toujours été comme ça. Ils ne se promènent pas tout nus pour chercher à attirer les. Elles ne se promènent pas toutes nues pour chercher à attirer les hommes. Pas du tout. D'ailleurs, les Européens qui les voyaient étaient plutôt, comme Jean de Léry, pour la plupart gênés. Et plût à Dieu, pour mettre fin à ce sujet, que chacun de nous s'habillât modestement, plus selon les convenances et la nécessité que pour la gloire et la mondanité. Alors là, Jean de Léry rajoute encore une leçon de morale, il était pasteur, hein. Et il dit que finalement, puisqu'on est en train de parler de vêtements, il faudrait veiller à ce qu'en Europe, tout le monde s'habille simplement, sans chercher à séduire, sans chercher à montrer qu'on est riche. Voilà, un vêtement, ça doit servir à couvrir, à avoir chaud, et c'est tout.